En France, qui se soucie encore des sans-papiers et de leur cause, qui se souvient qu'il y a un peu moins de 30 ans, ils ont été au cœur d'un mouvement social puissant qui a tenu le pays en haleine, fait la une des JT pendant de longs mois, obligé intellectuels et artistes à se positionner, créé une ligne de fracture assumée au sein de l'opinion hexagonale, épousant souvent les frontières gauche-droite. Quel est le sens profond de la disparition progressive de la figure du sans-papier, sœur de celle du sans-emploi et du sans-logis, au profit du vocable de migrant et d'un imaginaire au relent de menaces et de grands remplacements? L'écrivain ivoirien Gauze nous donne l'occasion de nous souvenir et d'y revenir. Il vient en effet de publier un roman, Les Portes, aux éditions Le Nouvel Attila, qui redonne vie à ce mouvement et rend hommage à Madjiguène Cissé, femme courage, figure historique de ce moment qui a marqué l'histoire de France. Gauze est aujourd'hui sur le plateau du Média. Mais on s'autorise à penser dans les milieux autorisés. Alors ça, c'est encore un autre truc. Les milieux autorisés, vous y êtes pas, vous, hein. Bonjour Gauze. Bonjour Théo. Alors, comme tous tes romans, celui-ci est assez original dans sa forme, une forme où la narration classique laisse sa place sur plusieurs chapitres à des sortes de grandes conversations qui sont autant de prétextes pour raconter avec beaucoup d'humour et de beauté, d'autodérision et d'ironie l'ancienne épopée des sans-papiers. Et sans être tout à fait centré sur Madjiguène Cissé, l'héroïne de ton livre, si on peut dire, ces conversations qui font des fois penser à du théâtre sans personnage fixé, laissent entrevoir son profil, son ombre portée, une sorte de portrait et d'hommage qui ne dit pas son nom. Alors moi j'ai pensé, en le lisant, aux conversations du quartier au Cameroun, au grain, en Afrique de l'Ouest, mais aussi à Do the Right Thing de Spike Lee, à ce genre de film où la parole est le cœur du projet, abondante, exagératrice des fois, mais pas superflue. Qu'est-ce que tu penses de ce que j'ai pensé? Bon, déjà, tu sais, comme d'habitude, je ne m'occupe pas de ce que tu penses. Je vais commencer par un truc, par un mot que tu as dit dans ton introduction. Femme courage. En fait, aujourd'hui, on va parler vraiment de la signification des mots. Comme tu le disais à propos de ces shifts de pensée qu'il y a eu entre sans-papiers et migrants. Et donc pour moi, les mots, enfin le combat, le but, c'est vraiment de reprendre en main les mots et leur sens. Femme courage, c'est une horreur à entendre. Pourquoi? Ben parce que c'est justement, ça veut dire quoi, femme courage? Pourquoi on C'est dit une pas... expression qui est Ben, utilisée au quotidien. non, mais emploie l'adjectif qualificatif directement. Courageuse, par exemple. Sans dire femme, est-ce que tu dis une fois homme courage? Donc tu penses que Ah oui, le je fait pense que ça fait partie d'insister sur le ça fait partie caractère d'un courageux placard. d'une femme... Non, ça fait partie d'un placard, d'une espèce de bibliothèque de mots, de mots, concepts tout faits, pour dire des choses d'un monde, pour moi, qui doit mourir. Le monde où les gens ils font n'importe quoi avec les mots, ou bien il est tort dans le sens de celui qui est le plus dominateur. Donc voilà. Personne ne dit... En fait, on dit plein de mots comme ça sans se rendre compte. Donc je commence déjà par ça. Ensuite... Tu contestes le mot femme courage, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Femme courageuse. Non, tu dis... pourquoi? Tu dis Madjiguène Cissé, tu dis son nom. Tu continues. La courageuse Madjiguène Cissé. Voilà, adjectif qualificatif, et puis on avance. Quand tu dis femme courage, déjà ça classe l'expression, ça te classe toi-même dans une époque qui doit mourir ou qui a du mal à mourir. Mère courage. Une époque patriarcale, on va dire. Même pas, même de domination. L'idée, c'est ça. L'idée, c'est de lutter contre toutes sortes de dominations, y compris celle de la testostérone. Voilà, c'est tout. C'est juste ça. Et on doit, enfin, c'est compliqué d'être vigilant. Et moi, justement, ce bouquin commence pour moi, par une espèce on en parlera, de manque de vigilance comme ça. Donc depuis, je fais la chasse à ces espèces de mots un peu trop valises à mon goût. Mais les mots sont également la mémoire des cerveaux et aussi la mémoire vivante de nos dominations, effectivement, parce que Madjiguène Cissé n'était pas la seule porte-parole des sans-papiers de l'époque, c'était la porte-parole femme des sans-papiers, en tout cas la porte-parole médiatique femme, au milieu d'un aréopage d'hommes. Et donc, c'est justement cette singularité qui est ainsi convoquée. Et donc, bon, effectivement, les mots utilisés dans le cadre
d'un contexte de domination témoigne de cette domination. Ça, c'est pour ma défense. Donc, voilà. Mais je voulais qu'on évoque la question de la parole. C'est-à-dire, c'est des conversations. Au départ, tu as l'impression que ce sont des conversations scansions avec beaucoup de poésie, d'ailleurs. Et en réalité, c'est un portrait. C'est-à-dire que c'est un portrait, ce sont des conversations où finalement, on ne sait pas exactement qui parle. Mais ça, tu l'avais déjà, dans certains autres de tes romans, tu l'avais déjà expérimenté, ce genre de conversation où c'est finalement les contradictions, on ne sait pas vraiment qui porte la contradiction, mais en fait, quelque chose se construit autour de ces personnages, de ces non-personnages, et justement... pourquoi est-ce que la parole est finalement plus en avant que la personne qui parle dans ta démarche? C'est une longue et vieille démarche, celle de ramener l'oralité dans voilà, bon, ça, je suis connu et reconnu pour ça, sauf que là, j'ai vraiment poussé loin, en fait, le délire. Et c'est même pas moi qui me le suis imposé. C'est l'idée de parler de ce groupe de 300 Africains. C'est juste ça, en fait. Dès que tu convoques de faire parler 300 personnes, tu ne peux pas faire sortir quelqu'un comme ça, 300 personnages. Non, mais en fait, tu peux fabriquer des personnages paradigmatiques. C'est un peu ce que le roman et même le théâtre ont fait depuis des siècles. Mais mon rôle aussi, c'est d'amener quelque chose. Honnêtement, j'ai compris une chose. Parce que j'ai fait pas mal de, tu sais, les réunions sous l'arbre à palabre, j'ai fait pas mal de, bon, jamais de grains, mais les trucs au quartier, là, le banc au quartier, j'ai fait pas mal de trucs. Et en fait, quelle que soit la conversation, quelle qu'elle soit, dès qu'on est plus de 3 à parler, en réalité, on tient une seule thèse, en réalité. Et ça, en fait, on a du mal à se rendre compte. Tu prends, par exemple, je crois qu'aujourd'hui... Même dans la dispute. Ouais, surtout dans la dispute, même, d'ailleurs. En général, c'est juste une thèse qu'on défend. Les deux, même s'ils peuvent avoir l'air contradictoires, ils défendent une thèse. C'est pour ça que la parole peut passer comme ça d'un individu à un autre dans une assemblée. Et puis on a l'impression qu'elle dit, en fait, en réalité la même chose. Là, je vais dater un peu l'émission, puisque hier, il y avait le fameux débat Kamala Harris et Trump. On en appelle, en plein Occident, on en appelle encore à l'oralité, pour défendre des grandes thèses, à l'oralité. Comme si les gens se souvenaient qu'au fond, ce qui était important, c'était la parole, bien plus que les trucs que les conseillers en communication grattent dans leur coin, que la parole incarnée était bien plus importante que tout ça. Et c'est un peu ça que je ramène. Et d'ailleurs, donc dans le cadre de ce débat-là, il n'y avait qu'un seul sujet. Qu'est-ce qu'on fait de l'Amérique ? C'est ça le truc. Et donc voilà, c'est comme ça. Et donc 2 personnes, comme 200 personnes, traitent toujours d'un et un seul sujet. Et donc, il y a ces 300 personnes-là. Moi, je savais que je voulais parler que de Madjiguène Cissé. Donc, je sais que c'est elle. Mais parce que c'était elle la bosse, c'est elle en vérité. Parce que j'ai compris la sociologie de ce groupe qui a de 1996. Là. Ici, ils sont tous hyper jeunes, en fait. C'est tous majoritairement des hommes. Et elle, c'est la daronne. Elle a 40 ans passés, les autres, ils ont 25 ans. Quand ça se passe, elle a 40 ans passés, elle a déjà 3 enfants, elle a des études, elle a un passé politique que personne d'autre n'a. Donc quand tu vois comment le mouvement s'est structuré, tu te dis, ah, c'est elle la patronne. Et donc voilà, donc l'idée c'était de faire monter comme ça cette espèce de chorale. En plus, ça se passe dans une église. Donc voilà, tu sais que je suis obsédé par la forme et le fond. Et voilà, donc c'était une manière pour moi de faire monter une espèce de chorale comme ça, de la parole. Et c'est ça qui s'est passé en réalité. Il suffit juste de s'imaginer plus de 10 Africains en train de discuter, on fait la grève de la faim, oui ou non. Ça va partir vite dans ta tête. C'était ça le plan en fait. Oui, justement, en fait, ça crée des conversations vraiment réjouissantes, très drôles, avec beaucoup d'autodérision. C'est vraiment juste pour cette parole, le livre demande à être lu. Alors, ton livre s'organise en quelques chapitres et le premier, c'est Le Connard. Et le connard, c'est toi. Pourquoi tu te traites de connard dans ce livre ?
Parce que, ouais, comme toi tout à l'heure, quand tu as dit femme courage. Ah, c'était pour me traiter de connard que tu as dit ça? Ouais, mais c'était clair. Ah, bah, j'avais pas compris. Non, parce que justement, je me suis laissé aller au piège des mots qu'on croit évidents, mais en fait qu'il faut réfléchir, qu'il faut remettre en cause. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ce qui s'est passé? Écoute, j'ai un pote, en fait, l'idée du bouquin vient de... C'est pas une commande, hein, j'ai un pote qui s'appelle Ice, qui est à Marseille, qui dit ah, écoute, cause-moi, j'aimerais que tu viennes sur un... On est en train de mettre en scène Échille. Voilà, avec des jeunes du quartier de la Belle de Mai et tout ça. Et on a besoin d'un texte moderne pour entrer en résonance avec, tout ça, avec ça et tout ça. Et nous, on veut parler de Saint-Bernard. Je dis ouais, mais c'est bien. Mais seulement, moi, le pote, il ne sait pas ça encore, quoi. Mais il fait deux trucs. Il fait deux trucs qui ne me vont pas. Il me dit de quoi je dois parler, tu vois. Et ensuite, il me dit, il m'impose des Grecs. Et les Grecs, ils me sortent par tous les trous du corps, quoi. Vraiment. Ah ouais, non, mais ils sont insupportables. Ces gars qui sont censés inventer le loco aussi, blablabla. C'est vraiment, c'est vraiment les gens qui ont été montés, la civilisation qui a été montée en épingle par la bourgeoisie européenne, tu vois, à partir du Moyen-Âge, quoi. En fait, ils l'ont imposé à tout le monde, à la planète entière. Voilà, comme si avant eux, il n'y a personne qui réfléchissait. D'ailleurs, si tu réveilles un Grec, là, aujourd'hui, et puis tu lui dis que vous êtes le paragon de la pensée occidentale, ils vont dire tu rigoles ou quoi. Bon, enfin bref. Donc voilà, les Grecs me sortent par la peau et lui, il m'impose un sujet et même le bouquin à lire, en fait. Donc il me dit ouais, mais tu vois, Madjigen Cissé, elle a écrit un bouquin qui s'appelle Paroles de sans-papier, vas-y, lis-le. Tu vois, c'est insupportable quand tu... Va pour toi. Ouais, pour moi, c'est insupportable. Et en fait, je l'ai lu, mais vite, tu vois, rapidement, quoi. Et puis, j'ai vu plein de formules en poulet et tout ça. J'ai fait, allez, vas-y, elle a eu un nègre, celle-là. J'ai dit ça. Mais je me suis dit ça à haute et intelligible voix. Et mon pote, il m'appelle pour me dire, alors, tu l'as lu? J'ai fait, vas-y, moi, j'ai commencé à écrire un truc, je suis trop fort. Ça. Et il me dit, mais est-ce que tu l'as lu? J'ai dit, oh, j'ai lu cette page, c'est pas elle qui l'a écrit. Elle a probablement eu un nègre blanc, et ça, c'est drôle. Lui, il était complètement, tu vois, il était scotché que moi, je puisse dire ça, quoi. Et tu vois, j'ai compris que j'étais allé trop loin. Pourquoi à elle, je lui prête le fait d'être un nègre. Et tu lui ôtes quelque chose. Totalement. Totalement. En plus, mon pote me dit, tiens, si on peut dire, tu vois, il me fait, on peut dire ça aussi de toi, quoi. Et je me suis dit, mais pourquoi j'ai dit ça, en fait? C'est dans ce pourquoi-là que je me suis dit, quel imbécile, quel connard, quand même. Ça veut dire que elle, je ne lui prête pas la possibilité, l'idée d'écrire. Je ne lui prête pas les idées politiques qu'elle défend tout de suite, hein. Tu vois, mais je me suis dit, j'ai trouvé les formules trop grandiloquentes. C'est vrai, si tu trouves des excuses, ouais, j'ai vu beaucoup de blancs, beaucoup de vieux blancs dans les associations, vouloir écrire ton histoire à ta place, et parce qu'ils sont convaincus qu'ils peuvent mieux le faire. Et donc moi, je me suis dit la même chose pour Madjigen Cissé. Et là, bon, j'ai été pris par la patrouille, quoi. Donc voilà, c'est pas possible. Donc elle avait plusieurs défauts, y compris à mes propres yeux. Elle était sans papier. C'est une sans papier. Elle sait probablement pas lire. Selon le cliché, quoi. Ouais, mais c'est une intellectuelle. Voilà, c'est pas une intellectuelle et tout ça, machin. Tu vois, au nom de quoi je peux me permettre ça? Tu vois. Et donc finalement, ta rencontre avec Madjigen Cissé, c'est au commencement le fruit de cette culpabilité. Finalement, tu te... Ah non, mais c'est même pas une culpabilité, c'est une honte. C'est encore pire que ça, c'est pas une culpabilité encore, tu peux te cacher derrière 2-3 trucs. C'était une honte de penser ça. D'autant plus que j'ai tout de suite lu le bouquin. Ben évidemment que c'est elle qui l'a écrit. Parce que tu voulais pas être un connard trop longtemps. Voilà, ouais. Heureusement que j'ai pas été con trop longtemps. Alors, est-ce qu'on peut dire que c'est un livre féministe, un cri de colère contre la marginalisation des figures féminines dans l'écriture de l'histoire des Africains? Je te le dis parce que, bon, effectivement, tu parles de Madjigen Cissé dès le début, en parlant de toi qui, lui, réfute un certain nombre de qualités. Et puis, tu fais parler Madjigen Cissé de Winnie Mandela, donc l'épouse de Nelson Mandela, la figure historique africaine du XXe siècle. Et donc, Mandela doit venir à Paris et les sans-papiers veulent que Mandela porte leur parole auprès des autorités françaises avec toute la charge symbolique que cela représente. Et puis,
alors sans avoir voté, tout le monde est d'accord. Tout le monde est d'accord. Sauf Madjiguène Cissé, en tout cas Madjiguène Cissé que tu interprètes. Et alors tout le monde lui demande, Sœur Madji, qu'est-ce qui t'arrive? Tu n'es pas contente? Et elle dit, je vais bien. Je constate juste que la décision d'écrire à Mandela est la première votée par acclamation. Et les gens disent, la puissance de Mandela, elle dit, justement, c'est ça qui me pose question. Toutes mes années de lutte, je me suis toujours méfié des figures noires que les Blancs transforment en icônes universelles à coup de surmédiatisation, en mondo-vision. Et là, on lui dit à Sœur Madji, arrête ta vieille parano. Elle dit, je ne suis pas parano, j'ai de la mémoire, je n'oublie pas que Mandela a trahi Winnie. On lui répond doucement, c'était sa femme et il arrive qu'un homme divorce de sa femme, même Madiba. D'abord, répond-elle, ce n'est pas qu'un homme qui divorce, c'est un couple. Ensuite, Winnie n'était pas sa femme, ou du moins, elle l'a très peu été. Elle n'avait que 22 ans quand Mandela l'a épousée en seconde noces, 24 quand il a été obligé de disparaître pendant 17 mois dans la clandestinité, et 28 ans quand il a été embastillé. Winnie était surtout une camarade de lutte, la vraie patronne de l'ANC 20 ans durant, pendant que ces messieurs dormaient à l'ombre ou en exil. Donc, en gros, j'ai associé les deux figures. Madjiguène Cissé, bon, personne n'a vraiment essayé de gommer Madjiguène Cissé de l'histoire, même si, finalement, l'histoire des sans-papiers de Saint-Bernard est en train de disparaître un peu de nos mémoires. Et Winnie Mandela, il y a eu une sorte, en réalité, de cabale de son propre parti pour la mettre de côté une fois que la victoire a été gagnée. Est-ce que c'est une tentation permanente, cette mise à l'écart, cette marginalisation-là? Non, mais bon, déjà... Toi qui t'intéresses beaucoup à l'histoire. Non, mais ouais, bah, déjà, c'est pas... tu sais que je suis un peu plus subtil que ça. Je n'écris pas un bouquin féministe. J'ai souvent des personnages féminins très forts. Et pour une raison simple, parce que c'est souvent les patronnes. Surtout quand tu t'intéresses à l'histoire, dès que tu grattes, tu vois que le boss, c'est toujours une go, quoi. C'est hyper rare. Et bon, voilà, c'est l'extrait que tu as lu parle de lui-même, en fait. Il parle de lui. Voilà, j'ai même pas besoin d'aller plus loin. Mandela, il n'est pas sorti de prison en 91, il faut le rappeler. En 90. En 90 ou 91? 90. C'est sûr. Bon, 11 février 1990. Très bien. Ouais, il y avait un 11 quelque part. Ouais, pour moi, c'était pas un événement marquant. C'est pour vous que c'était marquant. Oui, pour nous, les winnistes, là, c'était pas un événement marquant. C'était Winnie qui avait le point droit en l'air. Elle lui tenait la main ce jour-là. Elle lui sortait d'une villa avec piscine. Tout le monde a oublié de... Oui, mais bon, non. Ça, il y a eu 27 ans. Non, mais c'est bien de rappeler ça. Que ce jour-là, il sortait d'une villa avec piscine et qu'il y était depuis plusieurs années. D'accord? C'est bien de rappeler ça. Et que, voilà, c'est bien de rappeler que la taulière de l'ANC, c'était Winnie. C'est elle qui a rendu le mouvement compliqué dans la main des Blancs, là. Elle a rendu le truc compliqué. Les gars, ils n'en pouvaient plus. Ils ne savaient pas comment tenir le truc. Voilà, les autres, ils étaient soit en prison, soit en exil. Olivier Tambo était en exil. Zuma, aujourd'hui, tous ces gens, ils étaient en tôle, Mandela. Donc voilà. Donc dehors, qui était là? C'était Winnie. Et son combat, c'est elle qui médiatise en plus Mandela. Voilà. Parce que Mandela, il n'y a même plus de photos de lui. Ouais, il n'y a même plus de photos, mais elle ne le lâche jamais symboliquement. D'accord? Et quand c'est trop compliqué, qu'est-ce qui réunit des hommes noirs et des hommes blancs? Souvent, c'est la volonté de dominer l'ego, quoi. Parce que les hommes blancs de l'apartheid, c'est pas avec Winnie, ils ont discuté. S'ils sont partis voir les hommes noirs en prison, c'est avec eux qu'ils négociaient. Et évidemment, chaque fois que Winnie entendait qu'il y avait des négociations en prison avec Mandela et sa bande, elle durcissait le mouvement dehors, forcément, pour donner de quoi négocier dedans, là-bas. Donc voilà, elle a fait le boulot. Et tout le monde sait dans quoi l'histoire l'a menée, finalement. Voilà, et c'est souvent comme ça. En 96, quand les sans-papiers, quand elle invente le sans-papier, quand ils prennent Saint-Bernard, que la presse française vient et voir comment c'est organisé, à qui ils tendent les micros, c'est pas Madjiguène Cissé. C'est une tantille dans le coin là-bas avec son vieux pagne et tout ça, machin. Ils tendent les micros à Babacar Diop, tu vois, qui est jeune, fringant, qui parle bien. Qui porte beau. Voilà, c'est ça. Ils tendent les micros d'abord à des mecs, mais seulement, ce truc-là était vissé à l'arrière par
par Madjiguène. Donc voilà. Tu évoques aussi une figure comme Louise Michel, parce qu'en fait, les sans-papiers parlent et ils réécrivent en gros l'histoire de France vue de leur... Vue de l'église du 18e arrondissement. Vue de cette église. Dans cette même église, Louise Michel faisait des discours. C'est dingue, non? Oui, absolument, c'est dingue. Alors peut-être que c'est d'ailleurs pour cela en partie qu'ils l'ont choisi, on ne saura pas. Mais donc tu évoques donc des pans de l'histoire populaire de France, c'est-à-dire des figures féminines comme Louise Michel et des histoires populaires, pas l'histoire des sommités et des barons comme le baron Haussmann dont tu parles, mais l'histoire à partir d'en bas. Ça va dans le même sens. Ah ben toujours, mais en fait, c'est pas les gars qui écrivent, là, c'est pas les bourgeois là, qui écrivent l'histoire. C'est monsieur tout le monde, c'est le peuple qui écrit l'histoire. Et après, c'est le peuple qui l'a fait, et puis après, les bourgeois se l'approprient et l'écrivent. Moi, quand je vois le château de Versailles, je ne pense jamais à Louis XIV. Je ne pense pas à ce gars-là, je pense à tous les gars qui ont galéré brique après brique pour que ce gars-là vienne dire, il fasse caca dans des endroits, tu vois, avec plafond voûté, quoi. Tu vois, personne ne parle des maîtres d'œuvre, de tous ces centaines de milliers d'ouvriers qui ont bossé pour que personne ne parle jamais d'eux. Tout le monde parle de la gloire. On dit ce château-là appartient à tel Louis, tel Grégoire, tel Pascal, tu vois. Mais les gens foutres, non, on n'en a rien à foutre. C'est le tourisme, le tourisme aujourd'hui, là. Quand les gens vont à Notre-Dame, ouais, Paris et tout ça, mais non, c'est le sang de 1871 qui a fabriqué Notre-Dame pas Notre-Dame, Notre-Dame, le Sacré-Cœur, Notre-Dame, pareil, hein, personne n'en parle, mais le Sacré-Cœur, tu vois, personne n'en parle, c'est juste à côté de l'église Saint-Bernard. Donc voilà, moi, évidemment, pour moi, l'histoire, elle est construite par le peuple, pas par les gens qui détiennent la culture, qui détiennent l'histoire, qui détiennent l'intelligentsia ou quelque chose comme ça. Voilà, ça fait partie du boulot. Il faut rappeler à ces gens-là ce qu'ils sont vraiment, en fait. Qui nous sommes, nous, en tant que masse populaire. Le terme est soigneusement choisi, hein. Et bien justement, en fait, le choix de ne pas fabriquer des personnages permanents, c'est-à-dire ce choix choral donne vraiment l'impression d'un peuple en mouvement, d'un peuple qui s'encourage lui-même, qui trouve lui-même les voies de sa bataille. Et Madjiguène Cissé, c'est un peu celle qui se tient devant un peuple qui réfléchit lui-même, qui n'est pas dirigé comme un troupeau de moutons. Alors, ton livre raconte l'histoire d'immigrés majoritairement musulmans qui font le siège d'une église catholique avec la complicité du curé. Est-ce que tout cela n'a pas l'air un peu fou en 2024, alors qu'une grande partie des cathos français votent pour Éric Zemmour et crient leur haine du pape François, coupable de trop se soucier du sort de ceux qu'on n'appelle plus les sans-papiers, mais les migrants? Déjà, mais ils sont marrants, ces cathos de France, là. Jean-Paul II, il avait déjà écrit sur le terme migrant, même, il avait parlé de ça. Une belle lettre, une magnifique lettre sur comment on bouge, pourquoi on bouge. Ouais. Ils sont marrants, ces cathos-là, quoi. Comme si la foi qu'ils portent aujourd'hui, là, était tombée du ciel. Elle a marché de Jérusalem pour arriver jusqu'ici. Elle a marché, c'est pareil. Ouais, mais elle a été domestiquée par Rome. Non, mais oui, justement. Mais elle est rendue acceptable. Mais c'est pareil pour les musulmans. Pareil, leur foi n'est pas née à Bamako. Elle est née au fin fond là-bas. Comme je dis souvent, vu de Bamako, de Caille ou de Paris, Jérusalem et la Mecque sont dans le même quartier. Voilà, ces religions-là, ce n'est pas juste des mouvements d'idées, c'est des mouvements d'humains. Par masse, pendant des siècles et des siècles, qui ont fait et refait les territoires pendant des siècles et des siècles. Mais quand tu es retourné en 1996, justement, 1996-2024, c'est pas très long, ça fait même pas 30 ans, mais on a l'impression justement que beaucoup de choses se sont passées, parce qu'à cette époque que j'ai connue, et qui m'a en partie politisé, justement, parce que je ne fais
qu'être au courant de l'imposture du papier, puisque ressemblant absolument au sans-papier, j'étais du côté de ceux qui tiennent de manche a priori, parce que j'étais né quelque part à un moment donné. Alors, aujourd'hui, les choses ont beaucoup changé, au point où finalement, avec l'actualité politique, on voit la coalition gouvernementale au pouvoir se mettre au pouvoir en France. Et c'est finalement la haine de l'immigration qui réunit à peu près du centre-gauche à l'extrême droite, alors qu'à cette époque, effectivement, il y avait les mêmes relents, il y avait les mêmes ambiguïtés, mais elles étaient beaucoup moins assumées. Qu'est-ce qui s'est passé dans l'Église catholique et dans la société française pour qu'on en arrive à ce niveau de décomplexion? Et puis finalement, est-ce que c'est le 11 septembre? Est-ce que c'est la notion de grand remplacement? Est-ce que c'est la Syrie? Qu'est-ce qui fait que les gens s'assument désormais? Non, mais rien n'a changé, en fait. On a oublié, en fait. Peut-être qu'on regarde le passé avec trop de romantisme. Mais oui, voilà, c'est ça. Rien n'a changé. C'était pas aussi clair. Je vais te dire ce qui a changé. C'est qu'il y a la révolution qui s'est passée au milieu, alors que rien n'a changé. Parce que c'est le même, la balance migratoire, c'est-à-dire la différence entre les gens qui rentrent et les gens qui sortent du pays, c'est exactement la même depuis 1960. Je mets au défi quiconque de trouver quelque chose de neuf. Rien n'a changé au fin fond. Mais par contre, je vais te dire ce qui bouleverse les gens. Ce sont les mots qui ont changé. Ce sont les mots. Ce sont les mots là qui fabriquent cette histoire. Le sans-papier est un mot qui vous met dans une grande famille des sans, de ceux qui n'ont pas. Voilà. Mais n'oublie pas qu'avant que Magic Ncissé vienne inventer le sans-papier, on appelait des gens qui vivaient en France, qui avaient des enfants français, qui travaillaient en France, on les appelait des clandestins. Oui, les clandestins. C'était l'ancien mot avant sans-papier. Voilà. Et justement, donc la magie de Saint-Bernard, c'est d'avoir inventé le mot sans-papier. Non, on n'est pas clandestin. Déjà, imagine même en tant que clandestin, tu marches comme ça, tu frôles les murs, tu rases les murs. Mais dès que on te dit sans-papier, tu lèves la tête. Tu dis oui. En fait, mon problème, c'est un problème de droit. Donc les droits, c'est quelque chose que je peux demander. C'est quelque chose que je dois exiger, puisque la société me garantit ça. Tu vois? Donc on dit, moi je suis sans papier, je ne suis pas n'importe qui. D'ailleurs, mets-moi dans tout ce que tu veux. Mais toi, la seule différence entre toi et moi, c'est que toi, tu as un papier signé de la préfecture et pas moi. Moi, je demeure un humain avec une dignité et un humain qui va prendre quelque chose, qu'il pense qu'il mérite. Je suis sans papier. D'ailleurs, juste derrière, ils créent des collectifs. On n'avait jamais vu ça. Des gens qui descendaient dans la rue pour dire « Regarde-moi, monsieur le policier. Je n'ai pas de papier et je le crie sur la place de la République. » C'est ça le truc. Et aujourd'hui, on est passé à autre chose. Quand on fait glisser le truc en migrant, quand on fabrique ce participe présent, là, c'est magnifique. Déjà, le migrant, il est un peu errant. Il n'est pas là. Calmez-vous, il va passer. Il n'est pas là. C'est comme les hirondelles, c'est comme les trucs, les oiseaux en Alsace, là. Voilà, c'est ça. Ils vont passer. Ne vous inquiétez pas. Et à qui on parle quand on dit migrant, c'est pas l'énarque qui dit ça. Hein. C'est pas le gars qui vient au gouvernement. Il dit pas ça à ses potes. Il dit ça aux gens qu'ils ont abrutis justement par la facilité des mots comme ça. À quel moment l'immigration peut être un problème dans ces pays d'aujourd'hui là? Ces pays-là. C'est pas immigré en plus, c'est immigrant. Voilà. Ils n'ont jamais été aussi blindés de thunes. Ils n'ont jamais autant exploité le reste de la planète. Tu sais, depuis l'esclavage, on ne s'imaginait pas qu'après l'abolition de l'esclavage, les Blancs allaient continuer, la société blanche occidentale, Amérique du Nord, allait continuer d'exploiter comme ça le reste de la planète. On ne s'est pas imaginé. Mais chaque fois, ça va plus loin. Maintenant, ils ont tous la même couleur de la haute bourgeoisie. Là, tu sais, ils peuvent être blancs, noirs, indiens, machin. Ils obéissent exactement à la même logique. Donc, ils inventent les termes, la culture de ce qui va angoisser monsieur tout le monde, à qui on fait miroiter comme ça une espèce de vie bourgeoise. Mais justement, je pense que, moi, à titre personnel, je pense que ce qui bouge, c'est quand même la notion de grand remplacement. C'est-à-dire, finalement,
le sans-papier, c'est... Personne n'a lu Le Grand Remplacement. Oui, mais Personne ne sait ce que ça veut dire. L'expression. Cette notion fait peur parce que finalement, celui qui était un souffreteux devient une menace. Non, écoute, je vais te dire pourquoi je pense que vous êtes tous à côté. Le problème est racial, je répète. Même le mot grand remplacement est racial. Je dis ça, le problème, là, il est racial. Il est lié à la couleur de la peau et aux origines culturelles des gens. Le problème est racial. On a réinventé un problème de race. Parce que le grand remplacement, tu vois, les Wiśniewski, là, qui se dit qu'un Wiśniewski est un Polonais aujourd'hui? Personne. Dans le sud raciste, là, ils viennent tous, c'est des descendants de Piémontais. Ce qu'on faisait de plus pauvre dans le monde entier, dans l'Europe, là. Les Piémontais, c'est des descendants de ceux-là. Ou bien les Pieds Noirs qui viennent. Tu vois, ils ont la même... Il n'y a pas de problème aujourd'hui. Ou bien tu sais, les Valls, le papa de Nicolas Sarkozy, qu'est-ce qui fait que lui peut marcher de Hongrie pour venir jusqu'ici et puis trouver son bonheur et tout ça? Et puis, une génération, même pas deux, une génération plus tard, personne ne s'inquiète que les gars s'appellent Sarkozy. Personne. Qu'est-ce qui fait ça? Voilà. Qu'est-ce qui fait que le fils de Mamadou ne peut pas être Premier ministre? C'est de la couleur. Aujourd'hui, on a remis dans la tête du prolétariat blanc ce qui leur pose problème à eux pour qu'ils s'épanouissent. Puisque le problème des gens maintenant, c'est le pouvoir d'achat. Ils n'ont pas d'autre truc que le pouvoir d'achat. C'est ce qu'on promet à toutes les élections, pouvoir d'achat. Et ne vous inquiétez pas, les Arabes, les Noirs, les Afghans qui viennent là, ceux qu'on voit, qui sont distinctement pas nous, ceux-là, on va s'en occuper. Ils vont pas vous déranger. Non. Tu sais que ce qu'ils disent aujourd'hui des migrants, là, on faisait la chasse aux Italiens, au Ritala, à Marseille, il n'y a pas longtemps. On faisait la chasse aux Polonais dans le Nord, il n'y a pas longtemps. Le Nord qui vote à extrême droite, là. Voilà, donc à un moment donné, il faut dire les choses comme elles sont. Le problème, c'est d'être visiblement étranger. On continue de dire à toi, tes enfants, t'es de quelle origine? Tu vois? Parce que ça se voit. Non, ben voilà. Donc c'est un problème de palette chromatique. C'est facile à résoudre. Qu'est-ce qu'ils savent du grand remplacement? Qu'est-ce qu'ils savent de cette théorie fumeuse anthropologique, machin? Qu'est-ce qu'ils savent? Qui a lu Éric Zemmour? Tu vois, bon, le gars, il sait à peine écrire deux, trois phrases. Mais il vend bien plus que toi, Gauze. Non, mais ça, je m'en fous. Ça, c'est pas grave, ça. Ouais, c'est une blague. Alors, dans ton chapitre, les familles, tu sembles faire l'apologie des réunions en non-mixité, avec le choix très clair et non négociable de l'auto-organisation chez les sans-papiers, une sorte de mise à distance amicale des soutiens des alliés. Tu tacles même les antiracistes, alors de manière assez savoureuse, même si c'est très très méchant. Ah, c'est pas méchant. Je te le lis à tort. Alors, tu écris « L'antiracisme, du racisme à l'envers, c'est-à-dire toujours du racisme, SOS Racisme, l'association qui appelle le racisme au secours ou bien porte secours au racisme, il est difficile de comprendre cette expression autrement, en est l'étendard. Son logo est une main jaune, son slogan est le plus paternaliste de l'histoire de toutes les luttes contre le racisme, touche pas mon pote. Jeune vieux, analphabète, lettré, diplômé, bandit, voleur, tant que tu es noir ou arabe, tu es leur pote, tu es le pote de n'importe quel boutonneux débile, n'importe quel idiote que SOS Racisme a convaincu qu'ils sont ton protecteur, toi la pauvre petite bête sans défense, sans histoire, en bandeau, panneaux, flyers, billets autocollants, les mains jaunes, touche pas mon pote, pullule dans la foule, dans une belle ambiance. Ces phrases, alors, elles ont un côté juste et méchant, mais elles peuvent également être récupérées par des personnes de l'extrême droite. Hein. Oh, mais qu'ils en fassent ce qu'ils veulent. Mais moi, c'est pas mon problème. Mais dans le fond, qu'est-ce que tu veux dire ? Extrême droite, gauche, ça, je parle des bons. Hein. Ouais. Bah, quand on parle de SOS, je parle des bons, ceux qui disent que, écoute, les pauvres noirs, on va les aider. Même en faisant ça, ils véhiculent quelque chose d'hyper raciste, de condescendant. Mais c'est redoutable. Hein. Quand tu as 30 ans, bac plus 7, que tu te retrouves dans un bureau de droit devant
qui est une association de gauche, comme ça, vous êtes 20 et qu'un boutonneux de 20 ans qui vient à peine d'avoir le bac, comme il est blanc, il est de l'autre côté de la barrière, que ce gars-là te demande devant tout le monde, c'est quoi ta vie? Parce qu'il faut pas que tu mentes, parce qu'à la préfecture, c'est comme si, ou bien à la CIMAD, ou bien à l'OFPRA. À l'OFPRA, tu t'imagines ce que tu vas raconter à l'OFPRA, à des gamins qui vont te... Ça, c'est les bons. Ça, c'est les bons. Il y a la condescendance naturelle du blanc. Alors, je répète, pour qu'il y ait aucune ambiguïté, il y a une espèce de condescendance naturelle du blanc qui est liée justement à cette longue histoire de domination coloniale, postcoloniale, esclavage et tout ça. Et donc, nous, notre boulot, c'était débunker ça. Est-ce qu'il n'y a pas aussi une forme de condescendance naturelle de l'occidental? C'est-à-dire que c'est de lui que je parle, mais les blancs, l'occidental est blanc. Non, je ne parle pas forcément des blancs. C'est-à-dire les enfants des immigrés, les petits-enfants des immigrés. Est-ce qu'il n'y a pas une forme de condescendance qui n'est plus colorimétrique du coup, mais culturelle? C'est-à-dire, j'ai l'impression d'avoir lu des échanges dans lesquels tu intervenais, sur ces cadres qu'on envoie désormais en Afrique, des Français d'origine africaine. Ah ouais, est-ce que cette condescendance ne se poursuit pas ainsi? Est-ce que donc, finalement, ce n'est pas d'abord et avant tout le fait d'être dépositaire de la puissance culturelle, internationale. Oui, mais sauf que ici, c'est tu sais, les gens colorimétriquement différents, contrairement à ce que les gens se disent du grand remplacement, c'est moins de 10% de la population. 7% autour. Colorimétriquement différents. Donc voilà, les gens ne seront pas envahis. L'Europe n'est pas envahie, personne n'est envahi. Ce qui compte, par contre, c'est pour ça qu'il faut dire les choses clairement. Il faut utiliser le bon mot, en fait. Tu vois, moi, je n'en veux pas à ces repats là qui viennent et puis qui sont blancs quand ça les arrange et qui sont noirs quand ça les arrange. Et au contraire, il faut savoir jouer des trucs. Mais moi, je pense qu'il y a le truc qu'il faut arrêter. Arrêter, c'est de quelle origine tu veux. Quand tu es en France, on devrait interdire cette phrase-là. Parce que c'est redoutable. Ça peut être drôle de dire... L'idée, ce n'est pas de renier ses origines. Mais tu vois, tu peux recevoir ça 20 fois par jour. Et surtout quand tu es bon. Quand tu es un bon. C'est-à-dire quand tu fais un truc qui est cool, machin. Ah, on veut savoir de quelle origine tu es. À partir de quel moment ça va s'arrêter pour un fils de noir? Ça veut dire que les enfants de mes enfants, de mes enfants, de mes enfants vont continuer à recevoir. Ah, t'es de quelle origine, toi? C'est marrant. Ils seront blonds. Non, il n'y a aucune chance, mon gars. Pas ce nombre de génération. Non, ça c'est la génétique, mon gars. Il n'y a aucune chance. Il n'y a aucune chance. Ou bien il y a une chance sur 1 million. Alors, cela fait un certain nombre d'années que tu vis de nouveau en Côte d'Ivoire, un peu comme Madjiguène Cissé, qui est rentrée vivre au Sénégal juste après le mouvement des sans-papiers, et elle s'est réinventée. C'est ça qui est assez fascinant dans son parcours, c'est-à-dire que ça fait vraiment justement, ça rajoute à la possible héroïsation, c'est-à-dire tu vas en mission, tu fais quelque chose, et puis tu t'en vas, et quand elle est retournée au Sénégal, elle s'est toujours mise au service des autres. Elle est partie en Allemagne, mon gars. Elle a organisé les sans-papiers en Allemagne. Tu rigoles ou quoi? C'est dingue, ça. Donc, elle n'était pas là juste, vas-y, donnez-moi des papiers. Non, elle défendait une cause, une raison. J'ai raison, c'est ça. Oui, non, c'est ça que les choses... En fait, jusqu'à son dernier souffle, elle a défendu des causes. Alors, est-ce que tu la comprends? Est-ce que pour toi, c'est quelque chose qui est de l'ordre de l'évidence, finalement, de ne pas, après s'être battu pour acquérir soit des papiers, soit une citoyenneté, soit une sorte de légitimité, dans le monde qui n'a pas forcément ouvert ses portes, de ne pas s'en contenter, de continuer son chemin? Non, mais c'est pas que je la comprends, moi. C'est même pas que je l'idéalise un peu, en fait. Il faut savoir ça. Il faut que les choses soient claires. C'est-à-dire que tu dis, il a existé, parce qu'elle arrive avant moi, il a existé des gens comme ça. C'est possible d'être comme ça. C'est possible de payer cher sa liberté. De ne pas se battre que pour soi. Voilà, c'est possible. Quasiment pas pour soi. Voilà. C'est possible de faire ça et qu'il ne va rien t'arriver. Il ne va rien t'arriver physiquement, il ne va rien t'arriver. Les enfants, ils mangent, tu te soignes, il ne va rien t'arriver. Voilà, il faut pas avoir les peurs de ces engagements ou de ces idées, en fait. Parce que globalement,
on est là pour ça, en fait. On est là pour rendre le truc là, que les gens nous ont donné meilleur. C'est pour ça que nous, les négros, ont pris les ancêtres. C'est pas pour ressembler aux ancêtres. C'est pour dire, regardez, vous nous avez donné ça, on a rendu ça un peu. Et ça, je sais pas, si tu vis pas pour ça, tu vis pas pour les dividendes, c'est pas possible. C'est pas une manière de vivre. Tu vis pas pour que les enfants aient l'héritage. Le mot héritage n'existe pas en BT. Voilà. Donc tu vis pour ça. Tu vis pour renvoyer un peu de la beauté qu'on t'a donnée. On est tous de la lumière convertie. Alors, tu évoques souvent, parce que tu es un écrivain, tu es un scénariste, tu es un acteur, tu es un photographe, tu es un artiste, quoi, et tu évoques souvent le fait de vivre dans un pays où finalement tu as peu de lecteurs, en dehors de Twitter, parce que tu as un twitto, des fois tu as l'impression qu'on lit plus tes tweets que tes romans, c'est normal quand même, hein, parce que c'est gratuit. Et donc un livre où tu as finalement peu de lecteurs, un pays, pardon, où tu as finalement peu de lecteurs, avec un écosystème littéraire qui renforce toutes les logiques d'extraversion, parce que bon, ton livre il est édité aux Nouvelles Attila en France, et de toute façon, les livres de littérature générale francophone, je veux dire, il n'y a pas de label de littérature générale francophone vraiment puissant dans un pays comme la Côte d'Ivoire, qui est quand même un gros pays de la francophonie. Et donc j'ai dit, tu es scénariste, tu es acteur de séries télévisées, et ces séries télévisées, elles passent sur Canal Plus Afrique de Vincent Bolloré. On n'en sent pas, d'autant plus que même en Côte d'Ivoire, il y a des maisons d'édition de Bolloré. Je t'arrête tout de suite. Moi, il faut que les choses soient claires. Je vais prendre la parole où elle se trouve. Je vais trouver la moyen de la répercuter où elle se trouve. Je ne vends rien d'autre que de la beauté du geste. Et la beauté du geste, je m'en fous que ce soit de chez Bolloré ou ailleurs. D'ailleurs, il n'y a pas longtemps... Ouais, mais justement, tu as dit qu'en fait, l'extraversion dans le monde de la littérature... J'ai lu Damas sur Canal+, j'ai lu Damas sur Canal+, mais qui fait ça? Qui fait ça? On va partir où ils ont mis les micros, là. C'est pas eux qui ont inventé la beauté du geste. Mais ils peuvent fermer les micros. Mais qu'ils ferment. Ils vont voir qui produit. Qu'ils ferment ça. C'est pour ça qu'on sait faire plein de choses. Regarde, on prend la parole de plus en plus. Ça ne se voit pas pour le moment, mais ça, quand ils vont s'en rendre compte là, ce sera trop tard. Ils pourront pas. Regarde, en France, en Afrique, regarde la proportion d'écrivains qui placent leurs bouquins, d'écrivains africains, qui placent leurs bouquins chaque rentrée dans les meilleurs livres en France ici. Regarde la proportion de films réalisés par des Noirs, par des gens d'origine culturelle africaine de plus en plus. Et je ne pense pas seulement à Jean-Pascal Zadi ou bien à Mati Diop. Regarde en proportion ce que ça donne. Sur les 500 bouquins qui sortent à la rentrée, là, des fois, il y a 10 négros seulement. Et dans les 10 négros, il y a 5 qui sont toujours dans les grandes listes. Et c'est comme ça depuis 10 ans. C'est comme ça qu'on récupère la parole. Donc, tu penses que celui qui crée peut finalement subvertir les structures de celui qui organise la création? C'est possible, ça? C'est ça qu'on... Est-ce que c'est pas chimérique? Ah, mais la chimère, ça fait peur, mon gars. La chimère, hein, le vrai mot chimérique, là, c'est ça. Ça fait peur, on va les bouffer. On est en train de les bouffer. Déjà, on twist. Il y a des films en France aujourd'hui avec que des noirs à l'affiche. Il y a 10 ans, tu écrivais un super film. Ah, ils sont bien, mais il y a 2 héros noirs. Mais il faut voir qu'il y a quand même, ce qui a quand même un peu changé le game dans le cinéma et les séries télévisées en France, c'est Netflix, hein, ce sont les Américains. Même là encore. Même là encore, attends. Je vais te donner un exemple. L'exemple qui tue. Est-ce qu'il y a un peu une ambiguïté consubstantielle à l'industrie culturelle? Regarde, Miles Davis, le mec qui a fait Kind of Blue, là, John Coltrane, ce sont des gens qui sont issus de la plus grande violence historique, dans le pays le plus violent possible envers les Noirs, les États-Unis. Et ils ont brillé au moment même où ils étaient les plus discrédités possibles dans la société, les plus violemment réprimés. Mais ils se sont imposés comment? Par la beauté du geste, mon gars. Ils se sont... Miles Davis pouvait pas dormir, son chauffeur pouvait dormir dans une chambre de luxe à l'hôtel, mais pas lui, mais c'est lui qui soufflait Kind of Blue. Tu vois? Et c'est ça. Bon, aujourd'hui, quand 400 ans d'esclavage aujourd'hui, quand tu reviens,
qui tient le truc culturel là, aux États-Unis? Le sport, qui tient ça? C'est 12% seulement de la population. Ça commence à être intéressant, mon gars. Parce que c'est celui qui fabrique la beauté du geste, c'est celui qui a le discours. L'art moderne, là, ce qu'on appelle l'art moderne, le truc des Picasso, des Matisse, là, ils ont vu des statuettes de négros. À un moment où les négros étaient le plus je sais pas bon, opprimés au début du XXe siècle, à la fin du XIXe siècle. Tu vois? Mais pourtant, ils se bourrés au Quai Branly, là. Pourtant, leur art est là. Leur cosmogonie traîne là encore. C'est celui qui tient la beauté du geste. C'est celui-là. C'est celui-là qui tient le discours. On s'en fout de celui qui fabrique le micro ou bien qui fait les ondes. Voilà. Celui qui fait les ondes, au final, c'est lui qui autorise. Il n'autorise. Il est obligé. Qu'est-ce qu'il vend? Qu'est-ce que le capitalisme vend? Le capitalisme vend de la beauté. Hein? La beauté est du rêve. C'est là-bas qu'on va lutter. C'est pas sur c'est là-bas la lutte là se passe dans le symbolique. La lutte se passe. C'est pour sinon les descendants d'esclaves n'allaient pas être à l'origine du rock and roll. Tu vois que les racistes dansent. C'est celui qui tient la beauté, c'est celui-là qui tient le monde. Merci Goz. Et merci à vous d'être fidèles aux médias sur le canal 165 de la Freebox sur YouTube ou sur notre site internet. Le média, votre média, on le rappelle, ne vit que des abonnements de soutien et des dons de celles et ceux qui le regardent et qui l'aiment. Si vous le pouvez, allez sur lemediatv.fr/soutien et donnez-nous de la force. Donnez-vous de la force. Restez connectés aux médias.